Il était une fois un verrier. Premier épisode. Christian Viroux nous raconte ses premiers jours à la verrerie Barnum de Laux-de-Linsart. Oui, je suis un ancien verrier. J'ai travaillé 24 ans dans le verre. Puis j'ai été appelé à la FGTB pour terminer ma carrière comme secrétaire permanent et en finalité secrétaire régional. Chez nous, mon papa était sidérurgiste dans un métier très dur, lamineur, serpenteur, on appelait ça. Et ma mère, juste avant de se marier, a travaillé dans une fabrique de seaux en zinc. Elle a été accidentée, elle a perdu un doigt et une partie de la main. Donc, puis elle a eu 4 enfants, donc elle n'a travaillé. Enfin, elle a travaillé beaucoup, mais pas dans une entreprise. J'ai appris qu'on embauchait dans une fabrique de verre. Mes parents n'étaient pas fort d'accord. Et c'est même mon grand-père qui est venu avec moi à la première visite avec le recruteur. Mon grand-père, c'est un ancien mineur. Un ancien mineur. Donc tu entres à quel âge exactement? 14 ans. 14 ans, mais c'est jeune, tu n'allais pas à l'école? Jamais plus l'école. Et disons que dans mes souvenirs, je voulais absolument subvenir aux besoins de mes parents pour la famille, parce qu'on était 4 enfants. Et bon, j'avais déjà des copains qui travaillaient à cette époque-là, qui étaient un peu plus vieux que moi, et qui ont parti pour les mêmes raisons. Ici, de grosses familles, on voulait participer, et on n'avait plus du tout envie d'aller à l'école. Quand j'ai su que j'étais embauché, je suis rentré chez moi comme un grand bonhomme. J'ai dit à mes parents, ça y est, je vais travailler. Et mon père m'a dit, heureusement que tu es là pour faire bouillir la marmite. Hein, c'était un peu se foutre de moi, mais enfin, soit. Le lendemain, j'ai fait ma première journée. Et je dois dire que j'ai eu très dur parce que j'avais pas dormi. Je me posais la question, qu'est-ce que ça allait être comme métier? Puis quand je suis entré dans l'usine, c'était le summum. Il y avait du bruit, de la fumée, des cris, des gens qui se criaient dessus. C'était un boulot vraiment terrible. On entendait le bruit de verre parce que bon, dans le four, on met les matières premières, mais on ajoute aussi tous les déchets de verre, le croisille, qui vient donc compléter les éléments qu'on met à l'intérieur du four. Donc tout ce bruit-là, la grandeur de l'usine, le feu, parce qu'on voyait les endroits où les lances à mazout rentraient dans le four pour alimenter la fusion du verre. C'était vraiment très très impressionnant. Ben, moi, j'avais jamais vu que la petite remise de mon père avec quelques outils dedans, mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment content de pouvoir travailler, mais effrayé, parce que bon, les usines étaient immenses à cette époque-là. Et on est rentré dans l'endroit où le verre sortait après fusion. Donc ça s'appelle la recette. C'est là que sortaient les feuilles de verre qui étaient croquées par des spécialistes dans la matière. Et dans cet endroit, il fallait faire vraiment attention de même pas ouvrir une fenêtre parce que le contact chaud-froid sur le verre, c'était une catastrophe, quoi. Ça se brisait. Donc on nous a expliqué tout ça, on nous a montré. Très impressionnant. Il faisait immensément chaud. Donc après ça, on a été dans les magasins, on appelle ça des magasins, où se situe la découpe, le rangement par commande. Et bon, on a vu tous les différents métiers. Coupeur gamin, ce que j'ai fait moi, on appelle ça coupeur au moule. C'était des petits jeunes qui faisaient ça. C'est-à-dire qu'on coupait le verre à dimension pour pouvoir faire des cadres, du vasistas pour les serres. Ça, c'était tous les plus jeunes qui faisaient ça. Puis il y avait le coupeur qui se préparait à devenir un coupeur qui faisait les grands volumes. On avait des formations du terrain. C'était pas des formations qui étaient faites de l'extérieur de l'usine, c'était des anciens qui nous apprenaient à travailler. Et puis il y avait le système d'ornage. Et puis il y avait donc l'expédition, on chargeait les wagons et puis ils partaient un peu partout en Belgique et dans le monde. Mais c'était vraiment très impressionnant. Quand je suis rentré, j'étais vraiment fatigué, rien qu'avoir fait le tour. J'avais pas encore commencé à travailler. Il était une fois un verrier. Deuxième épisode. Christian Viroux nous raconte le travail du verrier et l'avenir du métier. Est-ce qu'il y avait encore des interventions proches de ce qu'on pouvait qualifier de tour de main ou d'artisanat qui font entre autres la fierté du verrier?
Comment, quand j'ai commencé, oui, c'était pratiquement tout était encore fait à la main. Il n'y avait pas beaucoup de machines à l'époque. Donc, on avait encore les découpes, par exemple, les découpes de verre, qui étaient faites à la main. C'était pas encore fait aux machines électroniques qu'on a eues après. Mhm. L'emballage, c'était le même. Les gens emballaient ici, puis on a eu des machines qui ont pris le verre avec des ventouses et les machines les mettaient elles-mêmes dans les caisses. Mais auparavant, quand moi je suis entré, c'était encore des hommes qui les mettaient dans les caisses. Il ne se passait pas un jour où il y avait un blessé, des blessures conséquentes, hein. Moi, je suis rentré en 67 et ça a commencé vraiment à devenir important au niveau de la mécanisation. Donc pendant les 3 premières années où j'ai travaillé, c'était encore du travail très 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 physique. Et bon, c'était de l'artisanat. Pourquoi le métier de verrier, en tout cas au XIXe siècle, et avant la mécanisation, était un métier spécial, particulier? À mon avis, ça vient du passé quand il y avait les souffleurs de verre et tous des métiers un peu spéciaux, mais qui étaient uniquement faits par une petite partie du personnel. C'était des métiers très difficiles, Ah oui. hein, et qui se passaient de l'un à l'autre. Il n'y avait pas beaucoup de transmission de trucs, je vais dire. Ils gardaient ça pour eux, hein, pour être toujours au-dessus du lot. C'est probablement de là que ça vient. Et la facilité aussi de découpe du verre quand c'est manuel. Allez, je te donne un exemple. Le type qui fait dans le verre uniquement avec sa roulette, qui trace un cœur, c'est immensément difficile à faire. Quand il est fait, on se dit, bon, c'est pas mal. Quand on devait faire des modèles un peu spéciaux dans le verre, on avait la fierté, après, de les montrer. Si on parle des fameux bousillés, ces éléments que certains ouvriers faisaient à leurs heures perdues, certains verriers, Ouais, ouais. il y a parfois des choses fantastiques artistiquement parlant, quoi. Dans les premières années où j'étais là, j'en ai connu. Il restait encore quelques souffleurs, mais qui ne soufflaient plus, hein, et qui, en leur temps perdu, avaient l'autorisation d'ailleurs. Ils faisaient toutes des petites biches et des trucs comme ça, en verre, c'était magnifique, mais c'était vraiment un travail, quelque chose qui demandait beaucoup d'intelligence et de dextérité dans le travail, quoi. Est-ce qu'il y avait quand même une transmission de savoir-faire? Dans les Oui. métiers que j'ai pratiqués, oui. Je le disais tout à l'heure, par exemple, un souffleur de verre, pour lui passer la main, c'était un peu plus difficile. Oui. Ils retenaient fort leurs compétences. Mais dans les métiers que j'ai pratiqués, par exemple, dans le verre, je dois dire qu'il y avait une certaine entente et les anciens nous passaient les petits trucs pour avoir facile et pour éviter parfois des accidents, quoi. Qu'est-ce qui pourrait motiver les jeunes à se lancer dans le métier du verre, selon toi? Maintenant, c'est fort technique. Donc il y a encore pas mal de débouchés, parce qu'on arrive dans l'ère où on rencontre de plus en plus de verres, de fabrication de verres, qui sont importantes. Je prends par exemple à l'Aude-Linsart. L'Aude-Linsart était quelque chose était presque terminé, il n'y avait presque plus de travailleurs. Maintenant, ils ont un débouché, ils font un nouveau verre, un nouveau double vitrage, Oui. mais qui n'a plus rien à voir avec les doubles vitrages anciens, quoi. C'est un double vitrage qui est vraiment très mince, avec une technologie nouvelle, mais qui demande beaucoup de technique. Donc on est occupé maintenant à voir plus des gens techniciens que des gens qui commencent au bas de l'échelle comme manœuvre, quoi. Pour être technicien, il faut malgré tout quel type de diplôme à l'heure actuelle qui peuvent mener au verre? Déjà, un ajusteur, il a sa place. Mais maintenant, ils essaient d'avoir des techniciens qu'on met sur la machine, mais qui sont capables de la réparer aussi. Oui, qui soit polyvalent quelque part, Voilà. quoi. Comment tu vois l'avenir du verre ici à Charleroi? Je pense que le verre a encore un avenir, mais ils vont certainement devoir se diriger vers tout ce qui est plus technique. Le verre, comme on a connu, avec des fours à verre ou des trucs comme ça, où on fabrique le verre ici, je ne pense pas que ça a encore un avenir. Mais ici, il n'y a plus de four, hein, il n'y a plus rien du tout. C'est toute de la transformation ici, hein. Il était une fois un verrier, troisième épisode. Christian Viroux partage ses impressions sur les valeurs du métier de verrier. Je me souviens que quand on a eu les premières restructurations, quand on a arrêté le four à l'Aude-Linsart, nous avions demandé qu'on élimine le pont qui se situe
juste derrière le Spiroudome, pour agrandir l'usine et faire un mini float. Et on aurait pu faire un mini float chez nous, mais ils ont refusé, soi-disant qu'on ne pouvait pas abattre le truc là-bas. Et puis donc, ils ont raccourci l'usine, parce que le four et les magasins de verre et tout ça, ça prenait énormément de place, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la fierté d'être un verrier? On ne retrouve plus cette fierté qu'on a connue nous. Je ne dis pas que les gens qui y travaillent ne sont pas fiers de leur boulot, hein, loin de là. Hein. À mon avis, c'est pas du tout la même chose. Ils sont moins impliqués dans le résultat. Le souffleur, c'était pas mécanique, donc il devait avoir aussi de la recherche pour travailler. Un coupeur, c'était le même. Quand il devait découper un morceau de verre, ici, quand ils mettent une feuille de verre sur la table de découpe, ben, on tape les données dans l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui fait la découpe lui-même. Avant, il fallait que le coupeur recherche le meilleur endroit pour faire son carreau, pour éviter d'avoir le moins de déchets possible. Tout ça, maintenant, on ne le retrouve plus, quoi. C'est l'ordinateur qui le fait. Donc cette fierté-là, je ne pense pas qu'elle est pareille. La mécanisation diminue peut-être les compétences manuelles et de là aussi peut-être la fierté de l'ouvrier. Oui, je pense que oui. Et les conditions de travail, en tout cas jusque dans les années 60-70, c'était dur. Et quelles étaient ces valeurs que ces ouvriers, malgré le travail pénible, avaient comme bonheur ou comme plaisir de retrouver? Mais il y avait surtout la solidarité entre les gens. Ça, il y avait beaucoup plus de solidarité que maintenant. Et puis, c'était vraiment de la camaraderie. Chacun s'entraidait. Il n'y avait pas, comment je vais dire, de compétition les uns avec les autres. Simplement, quand tu parles avec un verrier, un pur, un ancien, il va te dire verrier un jour, verrier toujours. Parce qu'on avait ça dans les tripes, quoi. On venait pour travailler, pour gagner sa vie, comme tu disais, effectivement. Mais on avait le plaisir de venir travailler parce qu'on apportait quelque chose. Parfois, on trouvait quelque chose. On recherchait à aider l'entreprise malgré tout. Et ça, maintenant, je ne crois pas qu'on le voit encore. Il s'implique à fond pour essayer d'améliorer les découvertes qu'on fait maintenant dans le verre. Hein, on a besoin, parce qu'avant, il y avait bien sûr le centre de recherche, mais il y avait les gens sur le terrain qui guidaient un peu en disant, moi je crois que si on ferait comme ça, on améliorerait. Je ne crois pas que ça se passe encore comme ça. Moi je trouve qu'il y aurait moyen encore de récupérer une certaine fierté. Je pense avec ce qu'on a maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de continuer dans des métiers qui sont plus techniques, impliquer plus la direction pour aider à faire des découvertes, surtout ne pas les laisser partir. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve le moyen de pouvoir avoir des nouveaux matériaux pour qu'on puisse amener de la technologie nouvelle. Mais ça, je ne le sens pas encore maintenant. Une dernière anecdote? Moi, j'ai vu avec le délégué de maintenant à Barnum, donc à Loblinsa, quand il a su qu'on allait embaucher de nouveau des gens, parce qu'on allait mettre une deuxième ligne de verre spécial en route, et que ça va bientôt créer un certain nombre d'emplois. Et je dis, j'ai vu vraiment le délégué rayonner, quoi. On n'a pas lâché la direction, on les a un peu obligés à aller plus loin dans ce qu'on avait fait sur l'Aude-Linsart. Donc ça motive les gens. Que retiens-tu de ton parcours de syndicaliste? La solidarité, ça c'est une chose. Il y a aussi la confiance autour de nous, aux travailleurs. Et puis l'organisation syndicale. Sans organisation syndicale, il n'y aurait plus rien comme verre dans la région de Charleroi. Je suis persuadé que si les syndicats n'avaient pas continué à se battre, plus de verre du tout. Il n'y en aurait plus. C'était d'ailleurs un des points principaux BSN Gervais Danone. Le PDG de l'époque avait dit, moi j'ai racheté la Verbelle, mais il n'y aura plus de verre dans la région de Charleroi. Nous on a dit, ça c'est toi qui le dis, on verra bien. On a continué à se battre. Bon, il ne reste plus grand-chose, c'est vrai, mais on a quand même, depuis 70, quand les moments, 72, quand la crise de pétrole est arrivée, jusqu'en 2024, on a quand même réussi à garder un secteur dans la région. Et je crois que maintenant, avec le renouveau de l'Aude-Linsart, mais ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Ça va être une belle petite usine, mais espérons que ce ne soit pas fini, quoi.
Il était une fois un verrier, 4e épisode. Salvatore Di Ciacca nous raconte ses débuts chez Glaverbell à Roux. Ben voilà, je m'appelle Salvatore Di Ciacca. Donc ici à l'heure actuelle, je travaille à la Centrale Générale. Anciennement, je travaillais jusqu'en 2015 chez AGC Roux. J'ai commencé en 2000 et j'ai terminé en 2015 lors de la fermeture. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Roux par rapport à l'Aude-Linsart, par exemple? Roux, c'est une glacerie. L'Aude-Linsart, on appelle ça une verrerie. Pourquoi la différence de terme? C'était une glacerie, mais par la suite, c'est devenu une verrerie. Donc tout au début, c'était plutôt des métiers individuels qui travaillaient individuellement le verre. Et c'était pas plus une usine de production massive comme ça a été par la suite. Donc il y avait des souffleurs de verre, il y avait même des gens qui s'occupaient de tout ce qui était entretien des fours extérieurs, parce qu'il n'y avait pas encore de four chez nous. Bah, c'est une usine qui a été fondée en 1868, pardon, qui a vu la naissance de Glaverbell en 1961. Par la suite, Glaverbell commençait à passer de la glacerie à la transformation de verre. Et là, on est passé en verre imprimé en 72. Ça, c'était dans le premier temps. Verre imprimé, ça consiste en quoi? Donc, c'est un système de deux gros rouleaux qui faisaient plus ou moins 4 mètres. Donc, vous aviez un four où vous aviez une flottaison de verre. On s'arrangeait pour que le verre passe entre les deux rouleaux. Vous aviez un rouleau lisse et un rouleau imprimé. Et donc, ce qui se passe simplement, c'est que vous avez déjà vu dans certains anciens châssis où il y avait des palmiers, où il y avait tous des dessins. Donc ça, c'était le verre imprimé et c'était une valeur sûre. Donc c'était quelque chose qui marchait super bien, mais qui, quelque part, était produit par beaucoup d'usines, même au niveau européen, et qui avait une marge de bénéfice un petit peu légère. Les motifs imprimés, ils étaient dessinés par qui? Non, c'était le rouleau. Le rouleau, oui, mais Qui était- sur le rouleau, on dessinait quelque chose? On dessinait la forme de la feuille, la forme donc vous aviez un côté lisse qui était la partie inférieure et un côté imprimé qui était la partie supérieure. Donc le verre roulait comme dans deux rouleaux de pâte quand on fait passer la pâte, là. C'était le même principe, à part que ça faisait 4 mètres. Le verre passait à l'intérieur et quand il passait à l'intérieur, vous aviez toujours un côté lisse et un côté dessiné. Et le côté dessiné, c'était créé par des personnes d'ici, ou bien c'était des modèles standards? Il y a eu deux versions, hein. Il y a eu la première version qui était fabriquée, donc les verres on les achetait directement à Lyon. C'était une société spécialisée qui fabriquait le rouleau imprimé, pas le rouleau lisse, hein. Par la suite, c'est une personne qui était rentrée en même temps que moi, qui était un tourneur qui arrivait à faire lui-même des dessins par rapport à certains modèles de verre. Donc il y avait des créations typiquement de Roux De quand Roux. cette personne. C'est une personne qui a commencé à travailler le même jour que moi, Il s'appelait comment? Salvatore Conzagra, et qui était un tourneur qui avait une certaine expérience. Et vous, quel était votre rôle dans l'usine, dans la production? Enfin, je ne sais pas, à quel poste étiez-vous? Donc moi j'ai commencé comme mécanicien, électromécanicien. Je travaillais à l'atelier. Donc je travaillais à l'atelier, je m'occupais de tout ce qui était réparation de tout ce qui pouvait être mécanique ou électrique au niveau de l'entreprise. Je m'occupais des ponts roulants, je m'occupais des portes automatiques, je m'occupais de la ligne de production. Et on avait des systèmes de garde parce que c'était une production de 250 tonnes sur 24 heures. La moindre minute d'arrêt était catastrophique, quoi. Financièrement parlant? Financièrement parlant, oui. Faut que le patron toujours. Au niveau des salaires, ça change rien. Il était une fois un verrier, 5e épisode. Salvatore Di Ciacca nous raconte les productions qui ont fait la réputation de chez Glaverbell à Roux. Vous aviez une grande machine de passer 3 mètres de large, où il y avait deux tôles, et vous aviez du sable et une pression d'air. Et vous aviez tout un rideau de sable projeté au moment où le verre passait. Comme ça, vous aviez le verre qui passait, vous aviez la projection de sable sous pression, et vous aviez les bandelettes de papier qui venaient couvrir une bande sur deux. Donc quand vous retirez les papiers, ça devenait transparent aux endroits des papiers, et ça devenait mat à l'endroit où ça a été maté. Ça, c'était typique de Roux. Oui, non, il n'y avait que nous qui faisions ça. Mais ce qu'il y a simplement, c'est qu'après, ils ont remarqué simplement que c'était une production qui coûtait un peu plus cher que de le faire avec l'acide. Mais le problème, c'est que l'acide, ici en Belgique, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avec, parce qu'après, il fallait le traiter, on ne pouvait pas le jeter dans l'égout. Donc, par exemple, les Chinois, les Tchèques et tout ça, eux, ils faisaient plus ou moins le même procédé, mais avec de l'acide, ça leur revenait beaucoup moins cher.
Est-ce que vous étiez considéré comme technicien ou bien verrier ou technicien verrier? Quelle était l'identité exacte? Les verriers, c'est surtout ceux qui étaient en production. Donc les personnes qui étaient au four et qui, eux, avaient justement l'obligation de tenir ce four à jour, parce que si jamais vous faites monter trop le liquide, ou si vous attendez que les parois soient trop creusées, donc il y avait un système de personnes qui passaient avec des caméras infrarouges pour voir si le four s'usait. Et il faut savoir qu'à la ligne de flottaison, c'est comme dans une piscine, vous creusez dans la matière interne du four. Au bout d'un moment, si jamais ça perce, et on a eu 2, 3 fois l'expérience, le four qui gigle par les côtés. Donc là, il faut vraiment intervenir. Ils mettaient des barres de métal à l'intérieur et puis il y avait une réparation qui était faite. Il faut savoir simplement aussi qu'en roue, on avait une unité spéciale qui s'occupait de tout ce qui était réparation interne de four. Donc ils avaient des grandes lances de 4-5 mètres et ils injectaient un produit qui était au départ que fabriqué par roue pour reboucher les creux que la ligne de flottaison avait fait. Et ça, il y avait même des gens qui partaient à l'étranger, qui partaient en Russie pour faire ce genre d'opération parce que c'était une opération unique. Un savoir-faire, Un quoi. savoir-faire, oui, c'est ça. Mhm. Et ça, c'était des gens qui travaillaient dans le four. Puis vous aviez les gens qui travaillaient donc à la sortie du four, qui travaillaient dans les lignes de production, où le verre avance, il faut savoir le couper à l'angle droit, il faut voir si le verre est bon, il y avait une analyse. Ça, c'était les verriers. Et en fin de production, vous aviez tout ce qui était emballage avec des machines automatisées, quoi. Et vous, vous étiez dans différentes machines pour Non, non, moi l'entretien. j'étais carrément dans une unité à part où on était une trentaine, où il y avait des maçons, il y avait des électriciens, il y avait des électromécaniciens, il y avait des mécaniciens, il y avait des soudeurs. Et nous, on intervenait en fonction des problèmes qu'il y avait dans l'entreprise. Quelle fierté on a de travailler dans une usine comme Roux. Dans une usine comme Roux, parce qu'il y avait une production, je vous dis, et moi j'ai commencé du temps de Claverbel, un peu moins d'une centaine, plus les intérimaires. Après, ce qui s'est passé simplement, c'est qu'on est passé de 100 à 250 avec les intérimaires en verre solaire, parce qu'il y a eu tout le basculement entre le verre imprimé et le verre solaire. Bah, la fierté, c'était simplement que c'était une usine qui marchait super bien et on avait toujours ce savoir-faire, même au niveau technicien, parce que c'était pas des réparations où vous pouvez apprendre à quelqu'un qui sort de l'école de faire une réparation sur une ligne de production. Donc c'était vraiment spécifique, quoi. Donc on était super bien vu et en même temps, on faisait gagner de l'argent à l'entreprise parce que les temps d'arrêt étaient vraiment minimum, quoi. Mais c'est bien simple, lors de la fermeture, la partie technique de chez AGC, parce que ça s'appelait AGC par la suite, sur les 25 personnes, ben, je crois que tout le monde a retrouvé du travail. Même des personnes qui avaient 55, 60 ans. Ben, je vous dis, franchement, au début que je suis arrivé dans cette entreprise-là, il y avait deux possibilités, que je puisse rentrer ou en production, et là, à la limite, j'aurais été verrier, avec un salaire à la limite même plus haut, parce que quand vous travaillez en production comme ça, avec les pauses et tout, c'était plus rémunératif. Mais j'ai choisi moi-même, parce que j'avais toute une carrière d'entretien, de technique, d'aller dans la partie service technique. Mais on m'avait proposé le poste de conducteur de four et le poste d'atelier, j'ai pris le poste de l'atelier. Il était une fois un verrier, 6e épisode. Salvatore Di Ciacca nous parle des verres imprimés, des femmes dans la verrerie et de l'importance de l'expérience et de la transmission. Donc en 1972, comme j'avais dit tout à l'heure, on s'occupait de tout ce qui était verre imprimé. Donc en 2007, on a été racheté par le groupe AGC. Ce qui s'est passé simplement, c'est que sur les 2-3 années, ils ont vu le verre solaire, les panneaux solaires qui ont commencé à exploser, et ils ont eu la bonne idée de transformer le verre imprimé en verre solaire. Donc en 2010, on a complètement basculé de verre imprimé à verre solaire. Il faut savoir simplement que la qualité du verre entre le verre imprimé et le verre solaire est différente. Donc en n'ayant qu'un seul four, on ne pouvait pas se permettre de continuer les deux productions. Donc ils ont basculé dans le verre solaire parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup qui arrivaient à faire du verre solaire, mais ben, le problème c'était le transport et ainsi de suite. Donc on arrivait à prendre un marché énorme. D'ailleurs, on a basculé de 90 à plus de 200 personnes. Et là, ce qui s'est passé simplement, c'est qu'on a laissé tomber complètement les clients qu'on avait au niveau du verre imprimé. Ça, c'était une direction prise par l'entreprise. Mais le problème, c'est ce qui nous a un petit peu mis dedans par la suite. C'est parce que ce verre solaire
On a eu quelques belles années qui nous a rapporté de l'argent parce que c'est ce que eux voulaient. C'est que la valeur bénéfice avait quintuplé. Mais ils ont laissé tomber les clients. Et par la suite, les Japonais, les deux, hein, sont arrivés en Europe et ont inondé le marché avec des prix hors concurrence. Donc le déclin de l'usine de roues a commencé là, quoi, en fait. Est-ce qu'il y avait des femmes qui travaillaient à l'usine? Au début, tout au début, oui. Et il y avait même une femme qui était à l'atelier mécanique, qui s'occupait du nettoyage des rouleaux. Donc il faut savoir simplement que les rouleaux, une fois qu'ils ont pris une certaine production, ben, ils ont noirci, ils sont plus tout à fait efficaces. Et il y avait un système de nettoyage qui était comme un genre de tourneur, mais bon, c'était pas une personne qualifiée, c'était une personne qui mettait les tours. Qui mettait les tours sur une machine et qui passait un sablage pour les nettoyer, pour les remettre en production. Dans les années 70, je sais qu'il y avait quand même facilement 25% de femmes. Il y avait beaucoup de main-d'œuvre individuelle, il y avait beaucoup de femmes. Vous venez d'une famille de verriers ou bien vos parents ou votre famille a travaillé dans d'autres domaines? Non, moi je suis fils d'immigré, donc mon père est venu travailler dans la mine, puis il est passé dans la sidérurgie, et j'ai rien à voir avec la verrerie, donc c'est tombé par hasard. Donc moi j'ai travaillé dans une société au départ où on faisait des produits chimiques. La société a fermé et j'ai vu qu'il y avait une annonce au niveau de chez Glaverbel, j'ai postulé et j'ai directement été pris. Donc j'ai pas eu d'intervalle, ne fût-ce que d'un jour de chômage entre les deux. Pourquoi ne pas travailler dans le verre? À l'heure actuelle, il y a encore moyen, on engage encore peut-être? On engage encore, maintenant il faut savoir malheureusement se lever le matin, il faut savoir faire des sacrifices pour les gens qui travaillent à pause. C'est pas toujours facile, hein. Il y a quelques anecdotes où on a eu des étudiants où il y avait des possibilités, mais ils n'ont pas voulu prendre de poste pour une raison simplement de qualité de vie. Maintenant, je vais vous dire un truc, dans une usine comme celle d'AGC, on fait pas tout et n'importe quoi, donc on était quand même... faut savoir que dans mon parcours, sur la fin, donc les 5 dernières années, j'ai fini délégué principal. Donc à l'atelier, à un certain moment, il y avait des élections. C'est mes collègues qui m'ont poussé quelque part à aller dans ce sens-là. Et on faisait pas faire n'importe quoi. Donc, dans des grosses entreprises comme ça, quelque part, voilà, vous êtes bien encadré. Maintenant, là où ça devient compliqué pour les jeunes, c'est dans les toutes petites entreprises où, quelque part, il n'y a pas de syndicat et qu'on fait faire tout et n'importe quoi aux gens. De cette expérience passée à Roux, qu'est-ce que vous en retirez? Tous les jours, vous apprenez quelque chose, hein. Donc, il faut savoir simplement que l'expérience, quand on dit l'expérience, j'ai travaillé avant ça avec un ingénieur qui me disait tous les jours, tu te rends pas compte, mais tu apprends quelque chose. Donc 15 ans dans ce milieu-là, et je peux vous dire certaines fois, en partant de là, à la limite, on m'a proposé des places, même ailleurs, par rapport à cette expérience. Il faut savoir, quand vous avez une machine qui tombe régulièrement en panne, vous avez deux possibilités. Vous appelez une société extérieure qui la fait réparer, ou vous mettez dans le bain pour la réparer vous-même. Et une fois que vous l'avez réparée vous-même, il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle va tomber en panne, vous savez la réparer. Ça, c'est la personne. Donc en fait, on apporte par l'engagement personnel une valeur ajoutée Et on apprend. et on apprend. Et on apprend. Et on apprend aussi par les anciens, hein, qui ont une certaine expérience et vous les voyez faire, vous dites, ah, c'est pas con ce qu'il fait. Et vous apprenez, vous prenez un petit peu, vous apprenez le métier comme ça aussi. Donc on pourrait résumer ça, la transmission d'un côté et l'engagement personnel de Et l'autre. l'engagement personnel de l'autre. Il faut les deux, il n'y a rien à faire. C'est comme une équipe de foot, hein. Si vous prenez que des jeunes, ça marche pas. Si vous faites un mix des deux, ben, ça marche bien. Eh bien, un grand merci. Ouais, ben, il n'y a pas de souci. Il était une fois un verrier, 7e épisode. Daniel Boldrin évoque son parcours à Fleurus, Splintex, puis AGC.
Donc j'ai 58 ans, je vais sur mes 59. Je suis un ancien travailleur de la société AGC à Fleurus, basée à Fleurus. Donc on est verrier dans la famille de père en fils. Donc j'ai un père qui a été verrier ici à Splintex. Et au niveau d'AGC, j'ai deux frères qui sont chez AGC à Senef. J'ai moi-même qui ai travaillé ici et j'ai mes deux fils, un à Moustier et un à Laudelin-ça. Donc on peut dire que Donc le verre est dans la famille. le verre est dans la famille. famille, oui, et il n'y a pas que dans les Boldrins, il y a énormément d'autres familles que je pourrais citer où père et fils étaient présents et bon, les papas sont retraités et les fils sont soit restés sur Fleurus, ont quitté, soit sont à Moustier, sont à Laudelin-Sarre, sont dans d'autres sites du D'accord. groupe, Et sur en espérant bien sûr de pouvoir avoir une retraite bien méritée, Bien entendu. vu la difficulté du marché automobile et du verre en général. Moi, j'ai commencé en 1984 ici, en mois de novembre, comme gamin de à peine 19 ans, qui est rentré comme stagiaire en M. Maintenant, c'est intérim, CDD. J'étais stagiaire en M. J'ai fait 2 fois 6 mois sur le site. Et puis, voilà, j'ai eu des belles opportunités, et notamment de rester sur le site et d'avoir un contrat CDI et d'évoluer au sein de la société de Splintex, donc AGC Fleurus, dans différents services et notamment, je suis passé employé en 98 dans le service qualité et voilà, ça m'a permis de terminer ma carrière à la qualité, à la sécurité. J'ai fait un peu d'environnement dans le service interne de prévention. Jusqu'à quelle année tu as travaillé ici? Jusqu'à la fermeture au 29 septembre 2023, où D'accord. tous les travailleurs d'AGC Fleurus ont eu leur C4, signifié le C4 par une fermeture d'entreprise. Et pour la grosse partie des licenciés, voilà, on s'est retrouvé en cellule de reconversion sur la plateforme de Châtelineau, où le forum nous a permis, à travers certaines thématiques, nous donner un support pour pouvoir, après le coup de massue reçu par notre employeur, d'essayer de se relever et de se remettre sur le marché de l'emploi pour la plupart. Il faut savoir qu'à la fermeture de Fleurus, il y a eu un candidat repreneur qui a racheté le bâtiment feuilleté, le même qui avait racheté le bâtiment trempé en 2010. Cette personne-là a pu garantir un emploi pour 50 personnes, 50 anciens travailleurs d'AGC qui ont été repris sur une autre bannière qui s'appelle Wall Glass maintenant, avec un autre système de taux horaire, d'avantages légèrement en dessous de ce qu'on avait chez AGC. Ils ont une garantie d'emploi et il faut savoir qu'ils travaillent pour AGC. C'est devenu des sous-traitants d'AGC et ils ont gardé 2 lignes de production, un four de bombage et un four de cuisson de verre plat. Et leur client, c'est AGC Automotive. Il était une fois un verrier, 8e épisode. Daniel Boldrin a vécu de bons moments à Fleurus. Le gamin que je suis quand il a commencé en 84, fabriquait du vitrage automobile latéral pour Volkswagen à Bruxelles, je me souviens, la Golf. On livrait la Golf. On faisait la Renault à Vilvoorde, on livrait. Et moi, j'allais à Vilvoorde parce qu'il y avait des problèmes qualité. Il fallait être sur place pour aller vérifier qu'est-ce qu'il y avait parce que les usines de montage automobile, elles tournent, elles s'arrêtent pas et ça doit tourner. Donc, à partir du moment où ils ont quelques petits soucis avec des fournisseurs, parce qu'on était un fournisseur, forcément, nous, on devait réagir rapidement. Je vous parle de Renault, je vous parle de VW, mais il y avait Opel Anvers. Voilà, on a eu l'Allemagne, Volkswagen Allemagne, Opel. Donc, on a livré, on a fait du Volvo. Je me souviens des vitres latérales, principalement. Je me souviens. Alors, je reviens un petit peu sur 2010. Donc, fermeture du trempé. Et puis est arrivée un petit peu la période où on a essayé de se démarquer de toutes les usines parce que nous, on voulait faire des volumes de haute valeur ajoutée. Des valeurs ajoutées, qu'il y a les Mercedes, les Volvo, avec des capteurs. C'était la difficulté que les autres usines du groupe avaient. Donc, nous, on s'est démarqué là-dessus
En 2012, il y a eu des investissements qui ont eu lieu pour pouvoir faire des pare-brises intelligents, comme on peut dire. Aujourd'hui, maintenant, votre pare-brise, il y a tout qui est, quasi tout qui est intégré dans les véhicules de haut de gamme. Hein. Entendons-nous bien, le Volvo, le Mercedes, le BMW, et ainsi de suite. Et on s'est démarqué là-dessus. Dans notre direction locale a bien joué le jeu et montré que nous, on avait quand même un savoir-faire sur Fleurus et qu'on était capable avec le personnel à pouvoir relever certains défis. Et c'est ce qu'on a fait. On est devenu incontournable pour AGC Europe au niveau du site de Fleurus. Grâce à ça, on a pu monter en capacité, remonter en capacité. Je vous avais dit, on est à 4 jours et demi. On a commencé à remonter en capacité, à développer des produits que ailleurs on ne savait pas faire. On a eu de l'embauche. J'ai eu un malin plaisir dans le service interne de la sécurité d'accueillir toute une série d'intérimaires pour les former, parce que la formation c'est très important pour devenir un verrier. On ne devient pas un verrier du jour au lendemain. Et on est remonté en capacité en créant des demi-équipes le samedi, des équipes entières le samedi, puis le dimanche, faire 2 équipes. On est remonté, c'était quelque chose de magnifique et j'ai vécu ça. J'ai pris un plaisir fou d'accueillir et de monter en capacité et avec tous les challenges pouvoir garder un outil pérenne et pouvoir continuer à produire.